welcome to a very special episode of Les Bons Mots, a podcast about language learning by ACA, a language training school based in Quebec, Canada. This podcast is designed for people who are learning languages, and each episode will cover a different topic connected to language learning. Every other week, we'll bring you a mini-sode with different tips and tricks to help you on your language learning journey. Thanks for joining us today. I'm your host, Britta Potion Reader. I've been teaching English as a second language for over 10 years, and I'm learning French and Spanish. Language is my passion. On Les Bons Mots and at ACA, we're concerned with language learning of all kinds. This week, I'm joined by two members of our French teaching team who will help discuss the ins and outs of learning French. And it makes sense to have this discussion in French, so here we go. Cette semaine, je suis rejoint par mes collègues chez ACA et enseignants de français langue seconde, Nicole Wirtz et Zoé Mohammadi. Nicole est originaire de la Belgique et elle a ses maîtrises en sociologie et l'éducation des adultes. Elle a enseigné au niveau privé, gouvernemental et universitaire. Nicole enseigne le français chez ACA depuis 2 ans. Zoé a sa maîtrise en art visuel de l'Université de Max Bloch à Strasbourg en France. Elle enseigne le français aux adultes et aux adolescents. Elle enseigne chez ACA depuis 2 ans aussi. Cette semaine, nous allons discuter les différences structurelles entre l'anglais et le français. Ces différences font partie du défi que relèvent les apprenants du français. Donc, c'est très intéressant de les explorer. Allons-y. Nicole et Zoé, bienvenue à Les Bons Mots. C'est un grand plaisir d'avoir 2 expertes à la langue française. Merci. Merci de nous avoir invités. Je suis bien contente d'être ici. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis vraiment contente, ravie d'être ici là en ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons discuter les défis particuliers que le français présente pour les apprenants, particulièrement les anglophones. Quand on apprend de nouvelles langues, on veut traduire toutes les structures de notre première langue. Et ce n'est pas toujours une bonne idée, n'est-ce pas, Nicole? Pas du tout. C'est vraiment la dernière chose à faire parce que les structures sont très différentes d'une langue à l'autre, comme on va voir bientôt. Donc, on commence avec une différence fondamentale entre l'anglais et le français. Peux-tu l'expliquer, Nicole? Mais l'interaction entre le français et l'anglais, en fait, est très fascinante. Il y a énormément de différences dans les structures, surtout les structures grammaticales. Mais il y a beaucoup de points communs entre le français et l'anglais, parce que si l'anglais est une langue germanique, et 30% du vocabulaire vient du français, en fait, et 60% d'une langue latine. Donc, en fait, du 11e au 14e siècle, le français est devenu la langue de l'aristocratie anglaise. Le français était la langue dominante à ce moment-là, politiquement et économiquement, à cause de la place que la France occupait à ce moment-là, historiquement. Merci pour l'explication, Nicole. Les racines et l'histoire de ces langues sont le sort de beaucoup de différences linguistiques et parfois les similarités aussi, en incluant l'utilisation de genres pour les noms. Peux-tu l'expliquer un peu, Zoé? Oui, bien sûr. En fait, en français, on a le genre masculin et féminin. Et par exemple, on dit une table, c'est-à-dire table est féminin. On dit un livre, livre est masculin. Par contre, on a l'article défini comme l'eau, la et les. L'eau pour masculin, la pour féminin, les pour pluriel. On dit le mari de Jean-Marc, le musée Picasso, la femme de Paul. Mais là, on a une idée principale qui vient de féminin masculin. Merci beaucoup. Oui. Ce n'est pas juste les articles qui ont affecté par le genre des noms, n'est-ce pas, Nicole?
Non, pas du tout. En fait, les articles, c'est très, très important. Et il y a aussi les pronoms. Les pronoms, c'est une chose dont je vais vous parler tout de suite, et les adjectifs possessifs. Je commence avec les adjectifs possessifs parce que ils sont totalement différents de la façon dont on l'utilise en anglais. Par exemple, l'adjectif possessif va choisir le mot qui suit et non pas la personne. Donc, par exemple, je vais dire c'est son fils. Même si c'est le fils de Marie, le son n'a rien à voir avec Marie, il se relie au fils qui est masculin. Donc, c'est son fils, c'est sa fille, parce que fille est féminin. Alors, le sujet peut être Paul ou peut être Marie, ça peut être, si Paul parle, il peut dire c'est mon fils ou c'est ma fille. Et Marie peut dire c'est mon fils ou c'est ma fille. Donc c'est exactement la même chose, mais ça se relie au mot qui suit. Et ça, c'est une des différences principales qui est très, très, très important. Donc l'anglais, c'est en fonction de la personne et le français choisit l'adjectif possessif en fonction du nom qui suit. Ça, c'est une chose. La chose suivante, c'est les pronoms. Alors, les pronoms, en anglais aussi, on dit she ou he, elle ou il. Mais il y a des particularités dans les pronoms en français qui ne sont pas nécessairement masculins ou féminins, mais qui sont le tu et le vous. Alors, ça n'existe pas en anglais. Le you, c'est le you, c'est le you. Mais en français, le you, c'est soit tu, si c'est un ami, si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, un collègue. Et le vous est beaucoup plus poli et met une plus grande distance entre deux personnes. Alors, il faut choisir chaque fois si vous allez dire tu ou si vous allez dire vous. Et si vous voyez quelqu'un, vous pouvez demander est-ce que je peux vous tutoyer? À ce moment-là, si la personne dit oui, alors tout le monde dit tu. Le tu est beaucoup plus employé au Québec qu'il ne l'est en Europe. En Europe, le vous s'utilise beaucoup plus. Alors, il y a d'autres pronoms qui sont extrêmement intéressants en français et différents de l'anglais. C'est par exemple le pronom on, on, on. Alors, par exemple, on a volé ma voiture. Le sujet de on ici, le on est inconnu. On a volé ma voiture. My car has been stolen. Voilà. Donc, un autre on, par exemple, on est allé au cinéma. Ça voudrait dire probablement nous sommes allés au cinéma, mais on utilise le on qui est beaucoup plus impersonnel que nous. Et alors l'expression que tout le monde devrait connaître, qui est une très bonne expression française, on ne sait jamais. One never knows. Alors ça, c'est quelque chose où on utilise énormément le on. Maintenant, il y a un autre pronom qui est un pronom impersonnel, qui n'a pas de personne, mais c'est le pronom il, qui ne veut pas dire he. C'est un pronom qui est totalement impersonnel. Par exemple, il pleut. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Ou bien, quelle heure est-il? Est-il? Il est 4 heures. Donc ça, c'est un pronom qu'on appelle un pronom impersonnel. Et pour moi, j'ai eu le défi de choisir le tu ou le vous. Chaque fois que je parle avec quelqu'un, je pense, oh, est-ce que c'est plus approprié d'utiliser le tu, le vous? Parfois, je demande parce que je ne suis pas sûre, parce que nous n'avons pas les deux prénoms différents pour formel et les situations informelles en anglais. Oui. Oui, c'est très intéressant. Merci pour l'explication. Avec plaisir. Et je comprends aussi très bien que ces différences présentent un problème pour les apprenants de français comme moi. Quand j'apprends un nouveau mot en français, j'essaie d'apprendre le genre de nom en même temps. Le genre affecte pas juste les prénoms, pas juste les articles, mais les adjectifs aussi. Donc, c'est vraiment important, n'est-ce pas, Nicole? Oui, oui, les adjectifs s'accordent avec le nom. Alors, si le nom est masculin, l'adjectif va être masculin. Par exemple, c'est un beau garçon ou au féminin, c'est une belle fille. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que certains des adjectifs changent. Beau devient belle, vieux devient vieille. Mais c'est pas toujours le cas. Si vous prenez par exemple les couleurs, blanc, un crayon blanc, ce sera une robe blanche.
Si vous dites par exemple, Paul est grand, ça se termine avec un D. Vous n'entendez pas le D, il est absolument muet. Si maintenant vous mettez cet adjectif au féminin, ce sera Anne est grande, parce qu'il y a un E qui suit le D. Alors là, vous commencez, le D devient sonore. Alors ça sont des choses auxquelles il faut vraiment s'habituer. Si l'adjectif se termine avec un E, par exemple, il est sympathique, ça se termine avec un E, eh bien, elle est sympathique, ça ne change pas. On double quelquefois la dernière consonne, par exemple, il est mignon, O-N, elle est mignonne, N-N-E. Alors ça devient mignon, mignonne. Parfois, la finale de l'adjectif change. Il est sportif, elle est sportive. Alors, il y a certains adjectifs qui sont un petit peu particuliers, comme par exemple doux, elle est douce. C'est frais, elle est fraîche. Alors, ça sont toutes des choses auxquelles il faut s'habituer, mais absolument, l'adjectif change, qu'il soit masculin ou féminin, aucun doute. Et aussi, il y a les adjectifs qui se ressemblent entre anglais et français, mais parfois ils ne sont pas vrais amis. Oh, il y en a beaucoup qui ne sont pas des vrais amis. La plupart ne sont pas des vrais amis. Nous pouvons expliquer un petit peu les vrais amis et les faux amis, parce que je crois que ça peut être la langue des enseignants d'anglais et de français aussi. Qu'est-ce qu'un vrai ami ou un faux ami? Un vrai ami, c'est un mot qui est le même en anglais et en français. Mais il y a par exemple des adjectifs comme engaged. Alors, ça veut pas dire engagé, ça veut dire fiancé. Alors, engagé en français is committed. Donc ça c'est un exemple d'un adjectif qui est un faux ami. Il y en a énormément aussi. Un autre qui est très important, et puis je m'arrête, c'est actually. Alors actually et actuellement, c'est pas du tout la même chose, parce que actually c'est en fait en français, tandis que actuellement c'est currently. Donc tout à fait différent. Il y en a beaucoup. Ah ben, si je m'y mets, je parle pour une heure. Oui, oui, j'entends le mot actually dans mes cours d'anglais. J'écoute tout le temps actually, mais vraiment c'est currently ou right now que les étudiants cherchent. Et moi, j'ai fait le même erreur en français aussi. Un autre qui est très, très important, c'est attendre, parce que j'entends, mais alors chaque fois, même à un niveau avancé, j'attends une réunion. Mais non, vous n'attendez pas la réunion. Vous assistez à la réunion ou vous allez à la réunion. Voilà. Quand on parle des adjectifs, il y a une autre grande différence avec les adjectifs en anglais et les adjectifs en français. Et ça, c'est la place de l'adjectif. Zoé, est-ce que tu peux expliquer un peu les différences là? Oui, en fait, la place des adjectifs, normalement, les adjectifs se placent après le nom, mais les adjectifs courts se placent avant le nom. Les adjectifs, par exemple, de nationalité, de couleur et de forme, par exemple, géométrique, se placent après. On dit un film américain ou une voiture rouge ou une table ronde. Et il y a aussi des adjectifs qui peuvent, par exemple, se placer avant ou après le nom, ce qui en fait qui change complètement le sens de la phrase. Par exemple, on dit un homme grand, après on dit un grand homme. Et là, je vous donne troisième exemple de les deux phrases ensemble. Si on dit Napoléon n'était pas un homme grand, mais un grand homme. Et là, on parle, c'est-à-dire, en première phrase, quand on dit un homme grand, on parle de la taille, tall man, mais quand on parle de un grand homme, on parle de a great man. Ça change complètement au niveau de sens de la phrase. Ou par exemple, on dit il y a une seule dame, c'est-à-dire seulement une femme. There's only one lady. Mais quand on parle, on dit il y a une dame seule, c'est-à-dire there is a lady alone. En fait, le sens change complètement.
Oui, parce que normalement en anglais on place l'adjectif avant le nom, mais c'est pas toujours le cas. Et je crois que dans la majorité des cas, c'est après le nom, avec les exceptions. Exactement. Et parfois, ça change, c'est-à-dire on peut même mettre avant ou après, mais ça change le sens de la phrase. C'est très important de savoir ça. Oui, ça c'est vraiment, je pense, la délicatesse de la langue française, que les détails vraiment comptent beaucoup. On déplace un article, ça change complètement. À deux, ça change complètement le sens de la phrase. Et là, c'est vraiment pas, c'est vraiment compliqué pour les apprenants de connaître tous les détails pour juste faire une petite phrase. Oui, c'est vrai. On doit planifier toute la phrase avant qu'on commence. Exactement. Bon, nous avons discuté avec le genre qui affecte les articles, les prénoms, qui affectent les adjectifs et les autres différences des adjectifs. Mais notre grande différence entre l'anglais et le français est en regardant les verbes et les trois groupes de verbes. Qu'est-ce que les apprenants de français doivent comprendre des verbes français, Zoé? Oui, en fait, on a trois groupes de verbes en français. Normalement, on commence par le premier groupe, qui est plus facile, et les verbes dont l'infinitif se termine en ER, comme parler, travailler, marcher, regarder, écouter. Sauf aller, la conjugaison est complètement différente. Là, deuxième groupe qui se termine en IR, c'est le participe. En fait, là, par contre, entre deuxième groupe et troisième groupe, il y a c'est un peu compliqué. Et puis après ça, on a les verbes auxiliaires avoir et être. Moi, je dis toujours dans ma classe, on se marie en fait, il faut se marier avec ces deux verbes. On se marie pour le meilleur et pour le pire, parce que là, avec ces deux verbes, on fait des expressions. Il y a aussi, on utilise pour la construction des phrases participes passés. Il faut connaître la conjugaison de ces deux verbes dès le début pour commencer à parler français. L'auxiliaire est un verbe qu'on par exemple utiliser pour conjuguer un autre verbe. D'abord, je parle de verbe avoir. On dit j'ai une voiture, ou on utilise aussi pour les expressions j'ai froid. Pour l'âge aussi, on dit j'ai 40 ans, tandis qu'en anglais, on utilise I am. Et puis, pour le verbe être, on utilise l'adjectif, on utilise je suis professeur, après on utilise je suis contente, on utilise adjectif, je suis contente d'être ici, je suis fatiguée, je suis en retard comme expression avec être. Et aussi on utilise pour passé composé. Il y a des verbes qu'on utilise avec auxiliaire avoir, j'ai regardé un film, tandis que pour d'autres verbes comme verbe aller, sortir, partir, on utilise verbe être, on dit je suis allée au cinéma. J'ai une petite question. Quand j'étais une débutante et j'ai appris le passé composé, les verbes qui utilisent être, passé composé, mon prof a eu une petite histoire, la vie de Bob et le maison de Bob. D'abord. Est-ce que tu as une histoire ou un truc pour vos étudiants d'apprendre et mémoriser, apprendre par cours les verbes qui utilisent être au passé composé? Moi, ce que j'utilise, en fait, j'utilise dans ma classe avec les images et petite animation que je montre parce que ce sont les verbes actifs, parce que c'est un déplacement d'un endroit à l'autre. Par exemple, utiliser je suis partie ou je suis allée, je suis sortie. Je crois que tes étudiants ont bonne chance parce que vous êtes une artiste aussi et je crois que vous avez les très bonnes images pour les aider. Oui, en fait, j'utilise vraiment des couleurs, des images différentes pour vraiment faciliter l'apprentissage et mémoriser plus facilement.
Ça m'a aidé en fait, ça m'aide toujours d'ajouter l'art euh, dans mes classes pour qu'il soit beaucoup plus amusant, plus facile pour les apprenants. De ne pas avoir peur de la langue française parce que c'est une belle langue et je trouve que c'est un grand avantage si on arrive à parler les deux langues ou plusieurs langues en fait. C'est parfait. Merci. En suivant des verbes, les étudiants de français doivent comprendre comment on fait la négation des verbes aussi. Et aussi, on trouve une autre grande différence entre anglais et français. Oh, nous avons besoin de ta lumière, Nicole. Est-ce que tu peux nous aider? Ça, c'est un sujet où on s'amuse énormément dans les classes parce que la négation en français se place complètement différemment que la négation en anglais. Alors, une des grandes différences, avant de commencer ça, c'est par exemple quand on veut dire en français « je mange », en anglais, c'est « I am eating ». Alors, « I'm not eating »,« I don't eat ». Alors, ça devient « je ne pas mange ». Ah ben non, ça marche pas. En français, on met le verbe en sandwich entre le ne et le pas. Alors ça, c'est la règle. Vous savez, en français, on peut jamais dire toujours, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais en règle générale, le verbe se place entre le ne et le pas. Si vous voulez remplacer pas par jamais, par exemple, ça devient ne jamais. Le jamais prend la place de pas. Donc, le ne pas est presque toujours en train d'entourer le verbe. Si on a un verbe au passé composé, on va venir tout de suite dans les temps, dans quelques instants, mais ce sera le premier verbe conjugué qui va se trouver en sandwich entre le ne et le pas. Donc, c'est je ne mange pas, je n'ai pas mangé. C'est très, très, très important de vraiment d'en rêver, de savoir que c'est comme ça qu'on fait le négatif. Alors, la négation, c'est une chose. Alors, la négation, c'est une chose, mais les temps des verbes, c'en est une autre. Il y a en français non seulement le temps des verbes qui est le présent, le passé, le futur, mais il y a des modes. Il y a des modes qui sont l'indicatif numéro 1, le conditionnel numéro 2, le subjonctif numéro 3, et ça, d'habitude, tout le monde lève les yeux au ciel. Et pourtant, c'est pas tellement compliqué, mais en tout cas, c'est une autre différence. Alors, on parle du mode indicatif qui décrit le verbe comme il est ou l'action comme elle est. Donc, dans l'indicatif, ce qu'on utilise, c'est le présent, je mange, le passé composé, j'ai mangé, l'imparfait, je mangeais, le plus que parfait, j'avais mangé. Dans le futur, on utilise je vais manger ou je mangerai. Aussi le futur antérieur, quand on veut utiliser une action, quand on veut décrire une action qui se passe avant. J'aurai fini de travailler quand tu vas m'appeler. Très souvent, on se pose la question, est-ce qu'on utilise le passé composé ou est-ce qu'on utilise l'imparfait pour décrire une action passée? Alors ça semble poser beaucoup de problèmes, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. D'habitude, ce que je dis, et dans la plupart des cas, c'est comme ça, il y a des exceptions bien entendu, mais dans la plupart des cas, l'imparfait, c'est un film. C'est une histoire qu'on raconte dans le passé. Tandis que le passé composé, c'est une photo. Alors, je vous donne un exemple. Je mangeais quand le téléphone a sonné. Alors, je mangeais, vous ne savez pas combien de temps je mangeais, ça pouvait être 1 heure, 5 minutes ou 3 secondes. Et le téléphone a sonné à un moment très précis. Alors ça, c'est une des façons d'expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait. Il y a un autre mode qui est très, très, très important en français, c'est le conditionnel. Parce que le français est une langue très polie et c'est une langue très diplomatique. Alors, on utilise beaucoup les formes j'aimerais, je voudrais, pourrais-tu m'aider, could you help me? On utilise cette forme
vraiment avec beaucoup de délices parce que on arrondit les angles avec le conditionnel. Donc, on l'utilise énormément et moi, je dis toujours dans mes classes que c'est un mode qu'on ne peut pas ne pas savoir. Une autre façon d'utiliser les verbes, c'est des vire-langues. Dans mes classes, on rit beaucoup avec des vire-langues parce que c'est une façon de savoir comment prononcer les verbes et comment les connaître. Un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Tous les sujets sont très grands. Je comprends, c'est difficile de couper, mais je suis très contente que nous pouvons donner une grande vue de la langue française, des différences importantes. Et il y a un autre sujet, notre dernier sujet pour aujourd'hui, qui confond les étudiants en français et anglais également, je crois. Et c'est le sujet de préposition. C'est toujours une difficulté pour moi en français. Également, c'est toujours une difficulté pour mes étudiants d'anglais qui sont francophones. Ils sont difficiles en anglais parce qu'il y a beaucoup de prépositions, mais c'est un peu différent avec français. Zoé, quel est le défi avec les prépositions en français? Vous savez, en fait, les prépositions, vraiment, c'est un grand chapitre et on peut parler des heures et des heures. Mais moi, j'ai choisi pour l'instant, pour aujourd'hui, seulement 3. D'abord, préposition à. Par exemple, on dit j'ai commencé à apprendre le français. J'ai commencé à travailler à l'âge de 25 ans. J'ai commencé à faire du sport. Ou je commence à manger dès que le repas sera prêt. Ou par exemple, pour le verbe de décider, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de faire du tennis. J'ai décidé d'accepter leur offre. J'ai décidé de m'installer à Toronto. Ce qui est plus important pour moi, pour aujourd'hui, c'est préposition chez, que on peut pas vraiment traduire en anglais. On dit je vais chez Paul ou chez mes amis, je vais chez mes amis ou je vais chez mes parents ou je vais chez le médecin, chez le coiffeur. On utilise chez également lorsque le nom introduit par exemple est celui d'un endroit. Par exemple, je conduis ma voiture chez Citroën. Il y a aussi une petite on fait pas différence. On peut dire une phrase avec, on peut dire je vais à la boulangerie ou on peut dire je vais chez le boulanger. C'est-à-dire en fait en déplaçant la construction est différente. En premier, on utilise un a ou avec le nom de lieu. Et deuxième phrase, on dit chez, mais on ajoute le nom de personne. Je vais à la boulangerie ou je vais chez le boulanger. Voilà, c'est ça ce que je voudrais en parler sur les prépositions pour aujourd'hui. Oui, parfait, merci. Et Nicole, est-ce que tu peux expliquer un peu les autres prépositions difficiles? Avec grand plaisir. Mais maintenant, je m'attache à ce que Zoé a dit parce que c'est Oui. très intéressant avec le chez. Parce que le chez, si vous faites une erreur, vous pouvez faire des erreurs monumentales avec ça. Par exemple, il y a une grande différence quand on dit j'ai rendez-vous chez le dentiste ou j'ai rendez-vous avec le dentiste. Maintenant, si vous utilisez avec le dentiste, il faut que vous apportiez des bougies, des fleurs, du champagne. Donc, vous ne pouvez pas faire cette erreur. C'est chez le dentiste. Donc, en français, les prépositions sont vraiment très amusantes, quelquefois, pas toujours. Donc, il faut faire attention. Un autre, je vais vous en expliquer plusieurs autres qui posent des problèmes. C'est le petit mot sur. Parce que très souvent, j'entends « Oh, je suis sur le téléphone ». Eh bien non, vous n'êtes pas sur le téléphone parce que ça voudrait dire en français que vous êtes assis sur le téléphone. C'est « je suis au téléphone ». La même chose, j'entends tout le temps « je suis sur l'ordinateur ». Alors, ma question, c'est vraiment, est-ce que vous êtes sur l'ordinateur? Oui, 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 je suis sur l'ordinateur. Je ne pense pas que vous êtes sur l'ordinateur ou que vous soyez sur l'ordinateur, subjonctif, que vous soyez sur l'ordinateur.
Parce que en français, sur veut vraiment dire dessus. Donc, si vous dites je suis sur l'ordinateur, vous êtes assis sur votre ordinateur. Donc, c'est je suis à l'ordinateur. Je suis au bureau. Je suis à la maison. Donc, d'autres prépositions qui sont un peu ennuyeuses, c'est, par exemple, pourquoi dites-vous ou pourquoi dit-on, j'habite à Toronto, en Ontario, au Canada. Alors là, ça devient un petit peu compliqué. Alors, pourquoi c'est à Toronto? Eh bien, parce que à, c'est toujours devant une ville. Alors, c'est à Toronto, à Chicago, à New York, à Bruxelles, à Paris. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. C'est à, point à la ligne. Devant une ville, vous mettez à. Maintenant, le O et le en, c'est une autre histoire. C'est en Ontario, oui, mais c'est au Québec. Alors, j'habite à Québec, au Québec. À Québec, voulant dire Quebec City, que vous ne devez pas dire en français, vous ne pouvez pas dire, vous dites à Québec. Mais au Québec, ça veut dire dans la province du Québec et c'est le Québec. Alors, tous les noms de provinces, de pays, de continents qui sont masculins vont être précédés de O. Ceux qui sont féminins vont être précédés de en. Alors ça, c'est un peu ennuyeux parce qu'il faut savoir lequel est féminin. Pourquoi est-ce que c'est la France? Eh bien, parce que c'est la France, c'est tout simplement ça. Par contre, si ça commence avec une voyelle, comme par exemple Ontario, Italie, Allemagne, automatiquement, ce sera en. Alors ça, c'est facile. Le nom des villes est très facile parce que c'est A. Tout ce qui commence avec une voyelle dans les pays et les continents, les provinces qui commencent avec une voyelle, c'est en. Le O, ce sera si c'est masculin. Comment savoir si c'est le Manitoba? Eh bien, il faut le savoir. C'est tout. Pourquoi c'est le Québec? Eh bien, parce que c'est le Québec. Donc, c'est au Québec. La seule exception ici aussi, encore une fois, c'est si le pays est pluriel. Aux États-Unis. A-U-X, États-Unis. Mais enfin, ça, c'est une exception. Donc, cela, le A, O et en, les règles sont très simples, quoiqu'elles soient un petit peu compliquées quand même, parce qu'il faut encore une fois revenir au masculin ou au féminin. Et voilà, on revient, on ferme la boucle, c'est comme ça. Alors, beaucoup d'autres choses à dire, évidemment, sur les prépositions, mais on va s'arrêter là. Merci à Zoé et Nicole. C'est un grand résumé de beaucoup de sujets très grands, mais je crois que vous avez partagé l'information essentielle à nos écouteurs et je suis très content pour ça. Merci. Maintenant, c'est le moment de nos recommandations hebdomadaires. Chaque semaine, nous offrons une recommandation à notre public qui peut être au site web, une série connectée en quelque façon de l'apprentissage des langues. Nicole, qu'est-ce que tu recommandes? C'est très important d'être en contact avec la langue, donc d'écouter des petites choses. Et ça dépend de l'intérêt de chaque participant, parce que c'est important d'écouter quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Alors, par exemple, des étudiants sportifs, moi, je recommande de regarder un match que ce soit de tennis ou de n'importe quel sport en français. Parce que quand on connaît les règles, c'est facile de le suivre. C'est aussi une très bonne idée de suivre des vidéos sur YouTube, par exemple. Il y a une série qui s'appelle Hélène se promène. Alors, Hélène se promène, elle se promène à Bruxelles, elle se promène en Bulgarie et elle fait des recettes aussi. Alors, des recettes culinaires en français avec des sous-titres en français, pas en anglais, aident énormément. Il y a aussi TV5 qui est un programme de télévision qui offre beaucoup d'informations sur l'apprentissage de la langue. Merci beaucoup. C'est très utile d'avoir les recommandations spécifiques comme ça. Merci. Et toi, Zoé, qu'est-ce que tu recommandes?
Moi, je recommande une chanson que j'aime beaucoup et c'est drôle un peu de l'album Sympathique de Pink Martini. Et elle a chanté la chanson de Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, puis je fume. Le texte est très facile à suivre et en plus c'est drôle parce que on parle toujours, la chanson est drôle et c'est vraiment facile. On apprend aussi conjugaison de je veux, de vers vouloir. Et voilà, je pense que c'est très facile et c'est drôle pour apprendre, pour commencement. Parfait, merci beaucoup. Vous trouverez les liens et détails pour nos recommandations dans les notes pour l'épisode aussi. Zoé et Nicole, un grand merci d'être les hôtes invités cette semaine. Notre première hôte invitée en français. C'est un plaisir d'apprendre de vous. Merci infiniment. C'était un grand plaisir de participer avec vous deux, toi Britta et toi Zoé. Merci infiniment Britta. Merci beaucoup, Britta, pour m'avoir invitée. C'était un grand plaisir de partager ces moments agréables avec vous, Nicole et Britta, aujourd'hui. Merci beaucoup. That brings us to the end of this week's episode of Les Bons Mots. Next week, in our mini-sode, we'll be giving you tips and tricks on the topic of expressions used in meetings in French. Please visit us at lesbonsmots.ca. Every week, our team publishes language learning videos and blog posts about news, culture, and language learning. Do you have any questions or suggestions? We'd love to hear from you. You can email us at lesbonsmots@lesateliers.ca or find us on Facebook and Instagram at lesateliers.ca. Reach out to us if you're interested in learning more about our language training programs in English or French, or if you want to talk to us about ways you can improve your skills. If you enjoyed this podcast, please rate, review, and subscribe to us wherever you get your podcasts to help other language learners find us. Thanks again, and happy practicing.